Bonjour à toutes et tous. On va démarrer donc, comme Vincent l'expliquait, cette séquence de témoignages de fondations et de partage de bonnes pratiques avec Max Tillier-Duboulet, donc délégué général de la Fondation Anyama. Et je vais laisser justement Max vous présenter en quelques mots la Fondation Anyama et notamment la genèse assez particulière de cette fondation. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Anyama, c'est une histoire très particulière de philanthropie, puisque c'est une fondation qui est le résultat d'un gain à l'euro-million, d'un des plus gros gains en fait, de l'histoire de l'euro-million, et d'une personne qui a joué pour créer une fondation s'il gagnait, et qui a eu la chance incroyable d'effectivement gagner, et qui a joint les actes à la parole, les actes à la parole, en créant effectivement cette fondation. J'ai eu la chance de l'accompagner dans cette création. Et on parlait tout à l'heure dans les premières tables rondes de la dimension égoïste de la philanthropie. Et j'ai beau chercher, je ne vois pas quelle est la dimension égoïste chez lui, parce qu'il a une fille, en l'occurrence, qui a signé une renonciation à sa réserve héréditaire, quand même, c'est pas rien. C'est des gens qui sont des Français lambda, qui n'avaient pas de patrimoine particulièrement avant. Il n'a pas d'enjeu d'image, il n'est pas connu, personne ne sait qui c'est. Il n'a pas de leviers fiscaux parce qu'il n'y avait pas de fiscalité. Il n'y a même pas eu de reçu fiscal pour le don qu'il a fait. Donc, voilà. On est sur un cas, comme on en voit très peu, et qui est assez impressionnant. Une de ses ambitions tout de suite, c'était que cette fondation soit pérenne. Donc lui, le rapport à ce gain, c'est qu'il estime que finalement cet argent, il ne l'a pas gagné par la force de son travail, que donc il n'est pas vraiment à lui, et qu'il faut qu'il le rende à tous les gens qui ont joué, donc les Français. Voilà, la logique est celle-là. Et donc l'ambition, c'était de donner tout de suite la majeure partie du capital à cette fondation, qu'on place finalement ce capital selon une charte d'investissement qu'on a posée avec un comité d'investissement, etc., très strict, on est assez ambitieux là-dessus, pour essayer d'être le plus en cohérence possible avec notre objet social dont je vais vous parler après. Le but, c'est donc de dégager des revenus, et ces revenus permettant de financer dans la durée, sur le long terme, des acteurs associatifs dont on va reparler. Et donc des acteurs associatifs qui agissent sur les thématiques qui nous intéressent, à savoir... alors au début, la famille, c'est assez intéressant parce que c'est souvent le cas dans les projets philanthropiques. Au début, la famille disait il faut qu'on travaille sur l'environnement, il faut qu'on travaille sur la santé, il faut qu'on travaille... Gros sujet comme ça. Donc il y a eu tout un travail aussi d'accompagnement pour dire plus le sujet est large, plus on risque aussi de se disperser, finalement de saupoudrer sur plein de thématiques très très différentes, et donc d'avoir du mal à trouver de l'impact. Donc comment est-ce qu'on fait pour resserrer ces champs à des choses beaucoup plus précises ? Et finalement, on a fait des choix, et faire des choix c'est difficile, parce que choisir c'est renoncer, qu'il y a plein de projets qui semblent très enthousiasmants, donc c'est pas évident ni de faire le choix, ni de s'y tenir d'ailleurs. Et donc on a fait des choix. Le premier choix, c'est le choix de la France, de dire que donc on allait agir sur la France métropole, mais aussi outre-mer, pardon. On agit sur le domaine de la forêt pour l'environnement, c'est les 3/4 de ce qu'on fait, la forêt, la biodiversité afférente à la forêt, et on agit sur la thématique des proches aidants sur la santé. Donc Audrey animera, fera partie des animateurs des conférences de cet après-midi, enfin des ateliers de travail. Le choix de l'outre-mer, j'y reviens parce que c'est un choix qui, pour moi, était ambitieux de la part de la famille fondatrice. Les Outre-mer, c'est un peu le parent pauvre de la philanthropie, enfin un des parents pauvres de la philanthropie. En fait, il y a très peu de fondations qui agissent sur ces territoires-là, et quand on y va et quand on discute avec les structures locales, on s'en rend bien compte. Et c'est bien dommage, parce que notamment en matière environnementale, en fait, tous nos Outre-mer, c'est des hotspots de biodiversité incroyables. Et donc, que ce soit en Guyane, à Mayotte, surtout après le cyclone Chido, il y a beaucoup de choses à faire, mais aux Antilles, en Polynésie, partout, on a on a beaucoup de choses intéressantes. On a quand même le 2e espace maritime du monde, colossal. On a une biodiversité dont je disais qui est incroyable, et surtout on a le même cadre juridique et fiscal. Donc, vous avez envie d'agir dans d'autres pays, c'est tout de suite plus compliqué, mais là c'est exactement le même cadre juridique et fiscal. Donc en fait tout le cadrage, je dirais, est beaucoup plus facile pour votre action en général. Et donc on a décidé, nous, de se concentrer sur la Guyane d'abord. Alors la Guyane, pourquoi ? La Guyane, c'est grand comme un quart de la France. C'est composé à 95% de forêts amazoniennes primaires, qui est donc évidemment éminemment stratégique à protéger. Et tenez-vous bien, plus de 50% de toute la biodiversité française est concentrée sur ce territoire. Donc en fait, si on veut agir en matière de biodiversité, ce qui était un de nos sujets, ne pas agir sur la Guyane, c'est plutôt là qu'il y aurait une question, je trouve. Bref, aujourd'hui, on est sur une 30aine de partenaires actifs aujourd'hui dans la Fondation.
Merci Max, merci de nous avoir expliqué donc, cette genèse assez particulière. On va maintenant se pencher sur les choix stratégiques qui ont été faits justement par la Fondation Anyama. Vous avez posé ce qu'on appelle dans le jargon philanthropique une théorie du changement. Qu'est-ce que cela signifie et en quoi ça consiste exactement ? Oui, alors en fait, on est parti d'un constat. Le constat, c'était que alors toute l'équipe d'Anyama venant du secteur associatif aussi, ça aide à bien comprendre les problématiques de ce secteur, mais le constat, c'est que aujourd'hui, la majorité des associations remplissent énormément de dossiers pour énormément de fondations dans le cadre d'énormément d'appels à projets. Tout ça est extrêmement chronophage, pas toujours efficace, parce que parfois le taux de sélection il est finalement très faible. Donc pour des associations, c'est vraiment jouer un peu à la roulette. Est-ce que je vais rentrer, pas rentrer? Oui, non. Il y en a qui n'arrivent jamais à émerger de tout ça et c'est très compliqué. Et pour les fondations aussi, c'est compliqué parce que c'est des centaines de demandes de financement parfois à analyser, donc ça prend du temps, ça prend des ressources humaines. Et donc voilà, tout ça est globalement pas toujours très efficace. Et partant de ce constat-là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut essayer d'inverser la logique et de raisonner autrement. Et d'autres gens font ça, hein. C'est pas propre à Anyama, mais la logique a été de se dire, effectivement, comment est-ce qu'on essaye de fonctionner plutôt à l'envers, avec une première étape qui est, finalement, commençons par prendre le temps avant de financer des projets, posons des constats sur les thématiques qui nous intéressent, donc sur la forêt française, sur les danses, etc. Et ça passe par quoi? De la recherche, des rencontres, de la visite terrain. Je vous invite vraiment tous à aller au maximum sur le terrain. Il n'y a pas mieux pour comprendre l'action philanthropique et c'est autrement plus épanouissant que de lire des dossiers, franchement. Donc, c'est rencontrer, confronter, comprendre. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer à poser, je dirais, un état des lieux qui est, on va dire, le point A. Et une fois qu'on a posé cet état des lieux du point A, par le même enrichissement qu'on a avec toutes ces rencontres, on peut poser le futur souhaitable. Et le futur souhaitable, on va dire que c'est le point B. Et le passage de ce point A au point B, c'est en fait la théorie du changement, de comment on va vers ce futur souhaitable pour les thématiques qui sont les nôtres. Et ensuite, grâce au fait qu'on avait donc restreint notre objet social sur quelque chose d'assez précis et qu'on a une équipe qui fait un travail formidable, grâce à ça, on a pu finalement aller nous-mêmes identifier les acteurs porteurs de projets qui pouvaient nous permettre de passer du point A au point B, qui étaient donc les acteurs du changement pour nous. Ce n'est pas forcément exhaustif, on reste toujours à l'affût des nouvelles initiatives qui émergent, mais la logique en tout cas est plutôt celle-là dans notre choix de fonctionnement, en tout cas pour le moment. Et justement, en établissant cette stratégie, vous avez aussi réfléchi à comment soutenir le plus efficacement ces associations bénéficiaires, au-delà d'un soutien financier, hein, qui est évidemment l'objet d'une fondation redistributrice. Mais comment ça se traduit aussi, cette recherche d'efficacité dans le soutien ? C'est une question intéressante parce qu'en fait, derrière cette question, il y a la question de l'impact, qui est quand même le serpent de mer pour nous tous, de nos pratiques philanthropiques. Et c'est un sujet qui est à la fois passionnant et très délicat parce que je pense que c'est vraiment important qu'on se pose tous la question de quel est notre réel impact à nous en tant que fondation distributive. On a vu pendant un certain nombre d'années pas mal de fondations un peu s'approprier finalement l'impact des structures qui finançaient. Mais je trouve ça très difficile de faire cet exercice parce que dans quelle mesure est-ce que, certes, on apporte un financement, parfois plus, mais dans quelle mesure est-ce que c'est ce financement qui permet la réalisation concrète du projet? Il y a tellement d'autres facteurs et d'autres éléments que je trouve ça très délicat, finalement, de s'approprier un peu l'impact des structures porteuses de projets. Et donc, la logique pour nous, c'était de se dire que notre impact, il va être plutôt lié à notre mode de soutien à nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme choix en matière de philanthropie, comment est-ce qu'on va financer les associations. Et le choix qu'on a fait, et je remercie notre conseil d'administration parce qu'il nous a fait une grande confiance là-dessus, c'est de travailler le renforcement de capacité, ce qu'on appelle le capacity building en anglais ou l'empowerment des structures associatives. Le but, en fait, c'est de se concentrer sur l'accompagnement des porteurs de projets, financièrement évidemment, mais aussi sur leur structuration, leur stratégie. Un gros sujet chez les associations. Je ne sais pas dans vos partenaires combien ont une stratégie réellement posée, claire sur les prochaines années. Pas toujours évident d'en avoir. Ça peut passer par de l'apport de compétences, du coaching, etc. L'objectif, en fait, derrière tout ça, pour les porteurs de projets, c'est qu'ils soient mieux outillés, plus efficaces, qu'ils lèvent plus de fonds, qu'ils aient une stratégie plus claire, qu'ils aient une croissance donc plus durable, plus solide, et donc qu'ils maximisent leur impact à eux.
Donc comment on fait ça très concrètement, hein, en fait, c'est des discussions avec l'association, avec le porteur de projet pour essayer de poser un diagnostic ensemble déjà. Quelle est ta situation? Où en es-tu? Quels sont tes enjeux principaux? Quelles sont tes difficultés? On essaye d'avoir une discussion la plus transparente là-dessus. On détermine donc grâce à ça des priorités, des axes de travail, des axes de suivi aussi avec des indicateurs. Ok, c'est sur ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Et derrière, on va générer des financements qui très souvent sont en fait des financements structurels. Du coup, on peut financer des ETP, des postes en fait de travail, donc poste de directeur, un poste je sais pas, de juriste, de fundraiser, pourquoi pas. Ça arrive assez souvent qu'on finance ça. On peut financer des outils numériques, de l'équipement. Je pense que vous le faites tous. On peut financer de la formation, on peut financer des études, on peut financer des coachs, des consultants. En fait, finalement, parfois des choses sur lesquelles peu de bailleurs sont prêts à se positionner directement. Alors, c'est parfois un peu caché dans les projets, en fait, hein, pour que les assos s'en sortent. Mais ça nous semble être des choses qui, quand même, très souvent manquent aux structures associatives, en fait, qui ont un impact sur la réussite de leur mission et sur leur efficacité. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix, en fait, de se dire, nous, on va ouvertement dire aux associations, c'est là-dessus qu'on se positionne, donc allez-y, dites-nous vos réels besoins. Et notre impact à nous, finalement, derrière tout ça, c'est quand une structure aura progressé. C'est-à-dire si après 3 ans, je constate que la structure était, je reviens à ma logique point A, point B, hein, elle était là, aujourd'hui elle est là, ok, j'ai contribué, je ne suis pas seul, bien sûr, il y a le travail de l'asso, il y a tout ça, mais nous avons contribué à aider cette association à monter en puissance et en compétences. Et s'il y a d'autres financeurs qui viennent se rajouter là-dessus, c'est aussi la preuve que ça fonctionne et que c'est efficace. Donc pour l'instant, on a fait ça un peu au cas par cas. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des tendances qui se dégagent. Et l'idée, c'est qu'on essaye là en ce moment de formaliser un peu une offre d'accompagnement un peu plus claire, on va dire, en complément des dons, bien sûr, un genre de catalogue d'offres qu'on pourrait proposer aux associations. Et dans les tendances qu'on voit, c'est que par exemple les petites structures, elles ont des enjeux, ou des structures qui naissantes, elles ont des enjeux de structuration, elles ont des enjeux de respect de l'intérêt général, très souvent. Donc là, on peut payer un accompagnement juridique, hein, tout simplement, pour être sûr que ça rentre bien dans les clous. Et on est en train de le faire en ce moment même. Ça peut être raison d'être, vision, mission, valeur, le fameux quatuor très important pour poser les bases d'un projet associatif. Et puis, les structures intermédiaires, moyennes, elles vont avoir d'autres enjeux. Elles vont avoir des enjeux de réflexion stratégique, elles vont avoir des enjeux d'essaimage, elles vont avoir des enjeux de croissance, donc potentiellement peut-être des besoins de coaching, d'accompagnement du directeur, qui a une structure qui grandit, de plus en plus de gens. Il n'a pas forcément, lui, les compétences tout de suite pour ça. Des enjeux de fundraising aussi, bien sûr, pour assumer cette croissance. Voilà. Donc, on va essayer de structurer un peu mieux, on va dire, cet accompagnement dans les prochaines années. Ça fait que 3 ans qu'on finance. Donc, Mais vous faites déjà beaucoup de choses. Alors, on n'aura pas vraiment le temps de développer cette axe en détail, mais le travail mené depuis la genèse justement de la fondation et la stratégie là, que vous établissez au fil de l'eau a permis de déboucher sur la mise en place d'une coalition forêt. Et il y a d'ailleurs, je pense, des fondations membres de cette coalition dans la salle. Pourquoi J'en vois certains. Pourquoi, selon vous, cette démarche justement est clé, et notamment vis-à-vis des pouvoirs publics On en parlait. Ouais, alors c'est clé tout simplement pour essayer d'avoir de l'impact, hein, on en revient à ça. Pourquoi? Parce qu'on est sur des enjeux, on est tous sur des enjeux qui sont colossaux en fait, qui nous dépassent, qui vont bien plus loin que nos propres fondations, quels que soient nos moyens, et on a tous des moyens très différents ici. Et je pense que personne n'a la prétention de croire que par l'action de sa petite initiative, il va réussir à changer radicalement les choses tout seul. Donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, une coalition, c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt une approche pragmatique pour s'attaquer à des problématiques. Et je suis ravi parce que d'abord, aujourd'hui, on est effectivement 26 dans cette coalition, je vais en parler, mais 23 pardon, dans cette coalition, je m'emballe un peu. 23 dans cette coalition, mais on est déjà nombreux. Je vois surtout plein de coalitions émerger sur plein de thématiques, et je pense que sur les thématiques sur lesquelles vous êtes respectivement, il y en a certainement. Donc n'hésitez pas à creuser ça, parce qu'on se sent, d'abord c'est mieux que d'être tout seul, on se sent plus fort, on se serre les coudes et ça fait quand même du bien. On peut partager des objectifs, on peut réfléchir en intelligence collective, c'est quand même des démarches intéressantes. Donc effectivement, on est à l'initiative avec la Fondation de France, j'en profite pour remercier la Fondation de France de ça, parce qu'elle a cru en l'idée, elle nous a tout à fait soutenus dans l'initiative dès le départ, en fait, on s'est associés tout de suite là-dessus. N'hésitez pas à proposer donc des coalitions vous-même, hein, si vous en avez pas dans votre secteur. Effectivement, c'est aujourd'hui une coalition, donc je disais, de 23 fonds et fondations, des structures très différentes, des fondations abritées bien sûr, mais aussi des fonds de dotation, des fondations d'entreprise. Il y a même des fondations reconnues d'utilité publique qui sont là, dont la Fondation de France bien sûr, mais d'autres. Et en fait, on a mis quand même 2 ans à faire émerger cette coalition. C'est une union donc de structures distributives autour d'un document de cadrage stratégique qui lui-même contient 5 grands axes sur qu'est-ce qu'il faut faire en forêt française en matière de philanthropie aujourd'hui. Globalement, c'est un cadre stratégique qu'on a pensé, alors ça c'est
aussi un élément sur lequel on est assez attaché. On a voulu penser ce cadre stratégique dans une logique qu'on appelle bottom-up, on va dire ascendante, c'est-à-dire que ce sont nous, on n'a pas d'expertise en fait finalement sur la forêt, ce sont les porteurs de projets spécialisés dans la forêt, dans toute leur diversité, parce qu'ils sont tous très différents, qui se sont mis autour de la table, enfin qu'on a mis autour de la table, et qu'on a fait travailler, ça a duré plusieurs mois, pour faire émerger justement ce cadre stratégique de qu'est-ce qu'il faut faire en forêt française aujourd'hui, et potentiellement d'ailleurs qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et comme ils sont tous très divers, ça a généré beaucoup de débats et quand il s'agit de poser les constats, ça va à peu près, ça, surtout dénoncer ce qui ne va pas. Mais quand il s'agit de trouver les solutions sur lesquelles il faut se mettre d'accord, là tout de suite c'est plus compliqué. L'avantage c'est comme on était aussi des mécènes, peut-être qu'on a permis aussi, on a favorisé cet échange et on a permis de faire émerger ce cadre stratégique. Aujourd'hui, la coalition forêt, elle émerge de ça, c'est-à-dire que toutes les fondations qui sont dans cette coalition forêt, elles acceptent de financer des projets sur le sujet forêt, en tout cas, qui respectent ce cadre-là, quels que soient les axes qu'ils choisissent là-dedans. Et on va leur permettre d'avoir accès à des webinaires, à des visites terrain mutualisées, pour essayer de les faire monter en compétences et qu'ils puissent faire des choix éclairés après, eux, sur les structures qu'ils vont financer. On va continuer donc merci Max. On va continuer cet après-midi de parler aussi de démarches d'action, donc justement plus collective, avec le témoignage de la Fondation Mustela et le collectif d'action Nouvelle Génération. Donc on va continuer à creuser ces sujets. Juste en conclusion, 2-3 minutes justement. Quel regard portez-vous un peu sur le sujet de la table ronde ce matin? Quel regard portez-vous sur le rôle et la place de la philanthropie dans le contexte actuel? Un petit rebond. Ouais, c'était très intéressant ce matin. En fait, on est un peu, pour moi, il y a un peu un grand écart entre, d'un côté, je regarde un peu ce que font les fondations américaines en ce moment par rapport à l'Amérique de Trump, c'est assez intéressant. Il y en a qui commencent à se positionner un peu comme gardiennes du temple. Elles ne rentrent pas dans la mêlée de la bataille politique, ça ne sert à rien. Par contre, elles se disent, OK, là, ils décident de taper, je vais venir compenser, je vais venir faire quelque chose. C'est intéressant. Alors évidemment, elles ont des forces de frappe aux États-Unis qui sont pas les mêmes que les nôtres, mais c'est assez intéressant de voir que finalement, les fondations se positionnent, et c'était un peu la logique de notre fondateur d'ailleurs sur cette logique de pérennité, comme un peu des phares dans la tempête. On essaie d'être les gardiens du temple, on essaye de privilégier le temps long, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le temps long, on a l'impression qu'il n'existe plus. On est dans une logique de sursimplification de problématiques éminemment complexes. On n'arrête pas de vouloir tout simplifier partout, tout le temps, comme si on pouvait simplifier tout, alors que non, il y a des choses qui sont complexes. Un écosystème, c'est complexe. On ne va pas pouvoir le simplifier, désolé. Et donc, il faut garder de la complexité, finalement, et se dire que il n'y a pas de solution miracle, en fait. C'est ça que je veux dire. Et je pense que c'est très important que les fondations, elles puissent maintenir ce cap à très long horizon, là où le politique, de plus en plus, il est sur des mesures très court terme, en fait, finalement, et de la réponse très immédiate à des problématiques posées. Et quand on va très vite, quand on va trop vite, c'est là qu'on fait des erreurs. Et malheureusement, c'est des erreurs qui se chiffrent en milliards. Donc nous, on n'a pas forcément ces milliards. Donc à nous d'être très efficaces avec l'argent qu'on a. Mais d'un autre côté, il faut qu'on fasse attention aussi à un élément. Et je pense que c'était intéressant parce que André Comte, ce matin, en a parlé. Il ne faut pas, je suis convaincu de ça, je pense qu'il ne faut surtout pas que la philanthropie se substitue à l'État sur les missions non pas régalienne, mais providence de l'État. Et notamment, je dirais, je ne sais pas, si demain l'État décide de désengager de certains financements de l'école publique ou de l'hôpital public, si la philanthropie vient tout de suite poser un pansement, elle envoie aussi un message qui est dangereux, parce que finalement, elle dit à l'État, vas-y, désengage-toi, c'est pas grave, moi je vais venir financer. Ça peut générer d'abord de la tension, en plus, d'un point de vue social et sociétal, que des financements privés viennent remplacer les financements publics sur ce genre de choses. Et puis c'est pas, voilà, je pense que c'est vraiment pas souhaitable, et je pense c'est très important pour nous tous, si vous agissez sur ces thématiques-là, a fortiori, d'être vigilants à ça pour les prochaines années, pour éviter de tomber dans ce piège-là. Merci beaucoup Max pour ce témoignage ce matin. J'espère que en termes de bonnes pratiques, ça vous a aussi ouvert un petit peu le champ des possibles et de la réflexion. On va continuer les échanges entre fondations, donc si vous voulez aussi échanger avec Max et poursuivre la discussion, Venez me voir. Venez le voir. On va maintenant être sur... Oui, je vais applaudir.